Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue en ce samedi matin. On se retrouve en direct dans la matinale à partir du 21 boulevard des Martyrs, comme tous les vendredis, samedis et dimanches, de 9h à 10h30. Et ce matin, on va parler beaucoup de livres d'ailleurs. Abdelhakim Meziani, rappelez-vous, les samedis, il est avec nous pour nous parler de l'Agora du livre qui se déroule chez Média Plus. Et Abdelhakim Meziani, ce matin, qui revient avec la prochaine rencontre, celle de mardi prochain, avec Nordine Louhal, auteur de ces fameuses chroniques sur la Casbah et les fontaines d'Alger. On en parle d'ailleurs ce matin à travers aussi un reportage hommage aux travaux de Nordine Louhal, mais également à la Casbah d'Alger, mais également à l'ensemble des ouvrages qui ont été écrits sur la Casbah. Rappelez-vous, la Casbah a fait, excusez-moi, tristement l'actualité cette semaine. Il s'appelle Reda Etchiali, il est auteur. Avec lui, on va parler de l'Empire ottoman. Retour sur la contribution d'Ölgi Raïs à découvrir absolument. C'est une réédition d'un livre qui avait été écrit en 98. Mekoussa Bedran Alili, la fameuse l'association Défi de femmes à domicile. Hassina Mellouli, elle sera là aussi, elle est artisane. Elle est spécialiste en dessin sur verre et sur bois. On va parler d'une expo qui se déroule au Bastion 23 au Palais des Raïs à l'occasion du mois du patrimoine, une expo qui a débuté le 20 avril et qui se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Et puis on finira tout à l'heure avec Maya Amrani, comme tous les samedis matins. Maya qui sera là pour nous présenter son invité du jour. C'est une styliste. On est parti avec la météo. On entame d'ailleurs ce bonjour d'Algérie avec la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo de ce matin, c'est avec vous, Frédéric Cher, bonjour. Bonjour à vous Mahlaz et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Eh bien, le soleil est de retour sur tout le pays. En effet, nous avons enregistré quelques passages nuageux hier soir vers les régions de l'Est, plus denses vers l'extrême Est, l'extrême Sud, le Hogar, le Tassili. Aujourd'hui, bonne nouvelle, le soleil s'imposera. La journée s'annonce printanière au nord comme au sud. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement à l'ouest, vers le centre, jusqu'à l'est du pays, malgré la présence de quelques nuages plus denses, encore une fois, vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental, accompagné parfois d'une activité pluvio-orageuse qui est prévue en fin de journée. Les températures, les voici, elles repartent à la hausse, les maximales, surtout vers le nord avec 26 degrés à Tlemcen et c'est le maximum, 24 à Oran, 21 pour Alger, Tizi Ouzou, Nabas, Kikda, 20 pour Sétif, Dulfa, 18 à Batna, c'est le minimum sur la partie sud. On relèvera cet après-midi 30 à Béchar, à Gardaya, 31 degrés à Hassim Saoud, 29 à Biskra, 38 donc pour Adrarain, Salahia, maximum de 42 degrés à Borj Bedi Mokhtar et Ngzam. Place ce matin au Moyen-Orient. Eh bien aujourd'hui, le temps sera voilé vers le nord, notamment à Damas, à Amman, à Koweït City jusqu'à Riyad et Abu Dhabi. Ailleurs, rien n'empêchera le soleil de briller avec des températures élevées par endroits. 42 à Khartoum, 34 à Jeddah, 31 pour Riyad, 31 aussi à Koweït City, 26 à Damas, 27 à Amman, 33 au Caire, 28 à Sanaa et enfin 29 à Abu Dhabi. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h31. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Profitez du soleil et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Allez, vous l'aurez compris, soleil avec une journée agréable, un ciel dégagé, enfin, de quoi passer une excellente journée et un excellent samedi du week-end. Merci Fréhel. Rendez-vous à midi pour le journal complet, mais également pour la page météo complète. Quant à nous, on va écouter un peu de musique. Si Kamel, on se retrouve juste après.
excellente matinée à vous tous. Vous étiez en train de suivre. Ça, c'était l'une des dernières chansons d'ailleurs de Si Kamel. Allez, excellente matinée. Ce matin, on va parler de l'Agora du livre. Ça se passe mardi prochain, j'allais dire jeudi. Mardi prochain. Et c'est peut-être l'occasion d'en parler avec vous. Abdelhakim Ziani, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous recevez Nordine Lohal, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. On va parler CASBA, forcément. On va parler patrimoine surtout. En ce mois du patrimoine, ça tombe très bien. D'abord, peut-être un petit rappel sur mardi dernier, Abdelhakim Ziani. Mardi dernier, comme à l'accoutumée, l'Algérois était dans la salle. Ils étaient dans la salle? Et surtout peu de femmes. Alors que la problématique portait sur la condition de la femme à la faveur donc, de la présentation de 2 romans. Les ombres, une échappée belle et le bal des mensonges de Salima Mimoun. Exact. Une auteure dans la préoccupation centrale est bien sûr la condition de la femme, sur la base d'un discours éminemment progressiste, 68 arts, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. Oui. Il n'y avait pratiquement pas de femmes, mais les hommes étaient d'une élégance assez singulière, puisque des invités sont venus avec des roses et Nordine était présent d'ailleurs dans la salle pour une couverture qu'il assurait pour le quotidien Liberté. Un débat intéressant a eu lieu et bien sûr rendez-vous a été pris avec l'auteur Salima Mimoun pour son prochain livre, puisqu'elle est sur le point de terminer son 3e roman. Pour cette semaine... Pour cette semaine, c'est Nordine Lohal qui est à l'honneur. Voilà, il est à l'honneur, c'est le mois du patrimoine. Donc, bien sûr, et ça va être la CASBA qui est à l'ordre du jour, malheureusement, en faveur d'informations assez le triste effondrement de l'immeuble. Il y a eu d'abord un premier bâtiment qui est tombé récemment, pas loin de Djamak-Tchawa. À l'ancienne rue Saint-Vincent-de-Paul. Une autre maison est tombée aussi. Et bon, c'est vrai que ce sont des bâtisses coloniales qui n'ont rien à voir avec les bâtisses traditionnelles, mais il y a eu des morts. Et Dieu seul sait que la Fondation CASBA, par exemple, avait attiré à plusieurs reprises l'attention des autorités de la wilaya, plus exactement, pour que des mesures très sévères soient prises, parce qu'il y a des personnes qui reviennent après qu'ils aient été relogés et qui donc préfèrent la précarité donc, à un avenir meilleur. Donc la responsabilité, il ne faut pas être démagogique, elle est partagée. C'est les collectivités locales, mais aussi les citoyens qui n'arrivent pas donc à être d'une manière assez claire, assez courageux pour vivre une nouvelle situation dans la sécurité la plus totale. Alors, l'idée de faire venir Nordine Lohal est assez intéressante dans la mesure où Nordine milite pour la dimension immatérielle de ce patrimoine. Il a été l'auteur de plusieurs ouvrages sur la CASBA et ses environs, parce que la CASBA, sont son prolongement naturel, c'est-à-dire le quartier dit européen. Et c'est comme ça qu'il faut l'appeler. N'a pas de sens. De la même manière que ce même quartier n'a pas de sens s'il est coupé de la CASBA, du cœur d'Alger. Et parmi ses livres, il y a des chroniques, bien sûr, qu'il animait au niveau de Liberté, qu'il a publié dans le cadre des activités de l'ANEP. Il y a un livre assez intéressant qui est consacré aux fontaines d'Alger. Nordine Lohal nous propose une balade assez intéressante qui nous permet de découvrir cet espace et remonter à l'histoire pour, là aussi, mettre les choses au clair. Les choses au clair, on prétend que les fontaines et les bains datent de l'époque ottomane, comme si les Algérois ou les Algériens ne se lavaient pas, ne se désaltéraient pas. Comme si on n'avait pas de l'eau. Alors attention, vous aurez un contradicteur dans quelques minutes ici, juste derrière cette porte. Et en attendant votre passage, il y aura juste après Reda Etchali, d'ailleurs, qui sera sur le plateau, qui lui défendra la forte présence des Ottomans et
et ce qui a été légué par les Ottomans ici en Algérie. C'est parce qu'il s'appelle Tchiali, non. Le XVIe siècle, lui, Khaireddin a joué un rôle très important et a fait d'Alger un endroit particulièrement fort et prospère économiquement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais quant à dire que les fontaines, alors que la fontaine de Sidi Ramadan date de l'an 1000, de l'époque des Zirides. Du Xe siècle. Et je pense que ce qui pose problème, c'est le fait qu'on s'aligne sur les thèses françaises. Parce que les Français, quand ils vous parlent de l'Algérie, ils ne parlent pas du tout des dynasties arabo-berbères que furent donc les Morabitoun, les Mouahidoun, les Ziyanides, du moins pour ce qui est de l'Algérie. Donc il passe du Xe siècle à la présence dite ottomane en Algérie. Et chacune a laissé son empreinte, chacune a marqué... Mais sans pour autant annihiler ou renvoyer au calendre grec le génie d'un peuple qui a vécu, qui a bu et qui s'est lavé bien avant l'arrivée des Ottomans. Et qui s'est désaltéré. Ouais. Voilà. Donc, moi je dirais aujourd'hui que la pose des étés en bois, dans le cadre des travaux d'urgence à la Kasbah, ont fait leur temps. Ouais. Les madriers aujourd'hui sont vermoulus et menacent réellement de céder sous la pression du vieux bâti. Il ne faut pas perdre de vue que c'est des madriers qui ont été posés au lendemain de l'approbation du plan de sauvegarde de la Kasbah, donc en 2012. Et ces étés qui ont été posés en 2014, je crois qu'ils ont fait leur temps. Je crois qu'aujourd'hui, réellement, il faut passer à la restauration. À l'identique des vieilles douillerettes avant qu'elles ne s'écroulent. Ouais. Bien sûr que nous avons perdu un édifice, même s'il est d'une époque coloniale, mais c'est un édifice qui fait partie intégrante du plan du périmètre sauvegardé de la Kasbah. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans l'axe de l'ancien îlot de Saint-Vincent-de-Paul. Donc il fait face au côté latéral de la mosquée Kitchawa. Donc ces raballements de façade, disons qu'aujourd'hui ça a montré toutes ses limites. C'est cela. كما يقول لك المثال هذاك يا اللي مشبح من برا واش حوالك من الداخل. Et des cas comme ça à la Kasbah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, où il y a même des palais, je le dis aujourd'hui, qui ont été restaurés à grands frais par l'ancienne cellule Kasbah, mais qui véhiculent énormément de tard. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est le silence des architectes. Peut-être qu'on ne les sollicite pas. Oui, s'ils ne sont pas impliqués dans le projet... Peut-être qu'on ne les implique pas dans le projet. Bah oui. Mais leur avis est primordial. Oui. Il est primordial parce que... Et les architectes, il y a les ingénieurs, il y a... Parce qu'à l'heure où l'on parle, on risque de perdre un îlot, l'îlot qui a fait l'histoire de la Kasbah. On risque de perdre Bir Djebah. Oui. Dans quel état se trouve à Bir Djebah, tout n'est que été. Tout n'est que bois, tout n'est que madrier. Cela se trouve à la Haute Kasbah. C'est le quartier mythique où il y a la fontaine de Ain Bir Djebah, qui n'est plus un lieu local, mais c'est un lieu qui a dépassé nos frontières grâce à la qasida qu'avait écrit Mustafa Toubi, subhanallah yartif. Donc vous voyez que la Kasbah n'est plus locale, elle est universelle, puisqu'elle est classée dans ce sens. Et nous avons déjà perdu un pan de Bir Djebah, et on risque de perdre même un second pont au niveau de la Rigariba. Et si on perd ce pont, il n'y aura plus d'accès à la Kasbah.
Alors, si vous le permettez, on va y revenir dans quelques instants. Juste avant, vous avez parlé il y a quelques instants des fontaines de la Casbah. Ça tombe très bien. Nous avons retrouvé un reportage dans nos archives. Un reportage sur la Casbah à travers ces fontaines. Alors, un reportage d'ailleurs basé à travers l'intervention également et le témoignage de Feu Moulay Belhamissi, j'imagine que vous avez connu. Oui. Moulay Belhamissi. Il devait sortir un livre justement. Sur, exactement. D'ailleurs, dont l'ouvrage Alger par ses eaux a inspiré ce fameux reportage qui rend hommage à la Casbah à travers ses fontaines, à travers ses points d'eau. Et c'est Mariam Akad qui l'avait réalisé il y a quelques années. Le voici. Al-Jazair al-Mahrousa, Alger la Blanche, avec sa vieille Médina, était réputée par ses richesses. L'une de ces dernières est l'abondance de l'eau. Elle abrite dans chaque rue, dans chaque ruelle, une fontaine. Chacune d'elles raconte une histoire. Chacune d'elles est une page d'histoire qui retrace le savoir-vivre d'antan. Nombreuses étaient les fontaines à la Casbah. Leur nombre est justifié par le désir du musulman de faire le bien par l'offrande d'une fontaine pour abreuver les autres. Les inscriptions, louanges à leur auteur et surtout à Dieu, ne sont qu'un fort témoignage de cette importance. La capitale était dépourvue de d'eau. Il fallait ramener de l'eau par des canalisations de l'intérieur du Jebel, de Hama, etc., vers le centre-ville. Et la population a trouvé que c'était une œuvre pie que de construire une fontaine. C'est pour ça que nous avons tous les Dey, tous les Bey, tous les Aras, tous les responsables voulant perpétuer leur souvenir, construire des fontaines. Quelqu'un qui était riche pensait avant tout à édifier une fontaine. Édifier une fontaine pour les gens du quartier, pour les pauvres, pour les passants, Donc on était heureux de voir la sueur de son front se réaliser dans cette fontaine. Et c'est pour ça que nous avons tous les riches, que ce soit Dey ou Bey ou commerçants ou peu importe, dès qu'ils avaient la possibilité d'édifier une fontaine, ils le faisaient. Ils le faisaient parce que chez nous, l'eau est sacrée. Chez nous, l'eau est sacrée et si je construis une fontaine, c'est que je fais œuvre de piété. Œuvre de piété en me disant, Dieu me rendra ça plus tard. Voilà le but. D'abord, le but matériel, arroser la ville d'eau, et le but spirituel, un petit peu personnel, c'est de voir plus tard une récompense divine. Les fontaines d'Alger se distinguent par leur fine architecture, par leur pittoresque et leur arabesque. Elles se distinguent par une richesse artistique inégalée où tout est étudié. Matériaux de luxe, marbre, onyx et faïence. Cette dernière est omniprésente dans l'édification des fontaines. Elle permet de maintenir la fraîcheur et la propreté désirable de l'eau. L'eau d'Alger avait une grande renommée à l'époque. Des Européens qui ont eu le bonheur de visiter Alger ont été surpris par les décorations, bien sûr, le nom des fontaines, mais ont été surpris par la qualité de l'eau. L'eau était tellement agréable, tellement limpide, que quand un Algérois se hasardait dans la Mitidja, il prenait ses provisions d'eau des puits d'Alger, des fontaines d'Alger, parce que l'eau de la Mitidja était malsaine. Il y avait trop de moustiques, trop de... Alors, c'est une preuve que l'eau de la ville d'Alger était parfaitement buvable
parfaitement consommable. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Sur les 120 fontaines que comptait Alger, il ne reste qu'une dizaine qui sont en état précaire. Ain Zouqa, Ain Sidi Mohamed Cherif, Ain Sidi Abdallah, Bir Djebah et Bir Shbana sont les derniers témoins de cette richesse qui a fait la renommée de la vieille Médina. Vers le XVIIIe siècle, nous comptions à peu près dans les 108, 120 fontaines qui distribuaient généreusement l'eau à toute la population. Et cette eau était organisée. Il y avait des tuyaux pour la ramener à Alger, et il y avait d'autres tuyaux pour l'évacuer vers le port. Ce qui fait qu'il y avait une certaine organisation, une certaine discipline. Actuellement, sur les 120 sources, il n'en reste qu'à peu près qu'une dizaine. Une dizaine est encore mal entretenue. Mal entretenue. Sauver les fontaines, c'est sauver un patrimoine. Sauvegarder ces fontaines, c'est redonner vie et gaieté à El Mahrousa. Voilà, Moulay Belhamissi, qui avait été rencontré, feu Moulay Belhamissi, qui a été rencontré par Marimakek il y a un moment déjà où il parlait des fontaines d'Alger, en rendant hommage à la Casbah. Vous étiez en train de parler de la Casbah, de la haute Casbah, où vous parliez de la sonnette d'alarme qui devait être tirée d'ailleurs par rapport à ce pont. Mais qui doit intervenir dessus? Qui peut sauver aujourd'hui la Casbah? On se rappellera toujours de ce débat un peu houleux entre la wilaya et le ministère de la Culture, le ministère de l'Habitat. On ne sait même plus qui peut... Le projet, il a été cédé du ministère de la Culture à la wilaya d'Alger. Oui. Il est vrai que la wilaya d'Alger, dans les années 2004-2005, quand même, ils ont fait un travail assez remarquable. Hein. Il faut le reconnaître, ce mérite d'avoir restauré Dar al-Aziza, Dar Mustafa Pacha, Dar al-Hamra, qui aujourd'hui font office de musée ou d'administration. Mais aujourd'hui, la Casbah, il lui faut un plan de la dimension d'un Marshall. Il faudrait une volonté politique pour ouvrir enfin ce chantier. Parce que quand on se promène à la Casbah, on ne voit ni la truelle du maçon, ni le tap-tap du marteau. On n'entend rien du tout. Ce n'est pas l'ambiance de chantier qui doit prévaloir au fond à la Casbah. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut réellement inaugurer les chantiers et dire stop aux effondrements. C'est cela, ce qui est normal. Voilà. Et pour cela, il faudrait impliquer les bureaux d'études, les architectes, les historiens, pour reconstruire vraiment la Casbah à l'identique. Exact. Monsieur Mzali, oui. Mardi prochain, oui. Vous serez avec Nordine Louhal, vous serez donc à Média Plus, je me suis pas trompé. Mediabook. Mediabook, pourquoi j'appelle ça Média Plus? C'est une maison d'édition qui se trouve à l'est du pays, je crois, Constantine, plus exactement. Ok, alors du coup, excusez-moi. Non mais du coup... Bon, ça en reste dans le livre, mais c'est Mediabook et ça appartient à l'ENAG. Ça appartient à l'entreprise nationale des arts graphiques et ça se trouve au 26 rue Ahmed Zabana, Exoche, à Alger. Alors du coup, on va parler de quel livre en particulier lors de cette rencontre? Justement, puisque nous avons vu ce merveilleux reportage qui nous permet donc de revoir avec plaisir d'aborder les fontaines, qui a consacré d'énormes efforts à l'écriture de l'histoire, notamment l'histoire de la marine, qui doit faire plaisir à M. Etchiali. Sauf que la marine de l'époque était algérienne. Raïs Hamidou était algérien, il n'était pas turc. Et du coup, c'est un travail colossal qui a permis donc à Belhamissi de sauver des pans importants de la mémoire collective et surtout à Canal Algérie de disposer d'un document très intéressant et sur Belhamissi et sur les fontaines d'Alger. Donc, Agora du livre, c'est un peu un travail mémoriel qui permet non seulement aux auteurs et à leurs lecteurs de se retrouver, mais aussi des échanges sur l'histoire de ce pays. Et les fontaines occupent une place importante dans l'œuvre de Nordine Louhal, plus particulièrement lorsqu'on sait qu'elles sont liées
à la dynamique mystique d'Alger. Alger a été un carrefour important du mysticisme et de nombreux faqih comme Cheikh Abdel Halim Ben Smaya que j'avais cité dernièrement, ont dominé la vie culturelle de ce pays, et le mysticisme a été quelque chose de très important puisque une des fontaines qui n'existe plus a été érigée aux côtés du mausolée de Sidi Abdelkader. Sidi Abdelkader Jilani, qui aujourd'hui, hélas, est devenu une Vespasienne en face de la salle de cinéma Le Bougar. C'était une zaouia de Sidi Abdelkader Jilani, qui est devenu aujourd'hui une Vespasienne. Là-bas, il y avait le fameux palmier qui a été baptisé Bugeaud, oui, et qui a soulevé la révolte des autochtones, oui, et qui fut scié par la soldatesque française. Et tout cela, bien évidemment, vous en parlerez, ce sera l'occasion de revenir sur tous ces aspects d'ici mardi prochain. Parce que la Kasbah, oui, si vous permettez, oui, puisqu'on parle de mysticisme, il y avait aussi l'école coranique du papa de Abdel Hakim Mziani. Oui. Il y avait l'école coranique de Cheikh Tahar Mziani, qui est célèbre. Bon, je reviens au quartier de Beldjebah. Moi, j'ai toujours dit que si la Kasbah devait avoir une capitale, ça serait bien Beldjebah. Et aujourd'hui, la poussée des terres est en train de faire sortir. La poussée des terres, ça veut dire quoi, la liberté des terres. Parce que, attention, les maisons, quand elles s'écroulent, ça forme un amas. Je ne vous apprends rien, je ne vous fais pas cette offense. Non, vous pouvez s'en dire. Merci beaucoup. Ça fait un amas de terre. Ou avec l'amas de terre, comme il n'est pas retenu, donc il avance et il trouve sa liberté. Et c'est la fontaine de Beldjebah qui est en train de sortir de ses gonds. Ah, voilà le danger. Voilà le danger. Oui. Et puis il y a la rencontre du béton et des produits traditionnels de construction. Mais ce qui vont bien ensemble. C'est ça qui fait que, par exemple, les matériaux anciens se détériorent et donc provoquent des éboulements. C'est ce qui s'est passé à Tlemcen au niveau du mausolée des Iyanides qui a été dénommé Mosmoudi avec l'arrivée des Turcs à Tlemcen, mais qui s'appelait Sidi Brahim à l'époque des Iyanides, un mausolée qui a cette particularité d'être à côté de la maison de la culture de Tlemcen qui est tout en béton, et ce mausolée a fini par s'écrouler. N'était-ce l'intervention à l'époque du Wali de Tlemcen et la mobilisation d'architectes locaux avec à leur tête mon ami Vous pensez que c'est Abdelkader Ben Osman. Le fait que les deux types de matériaux se croisent, inévitablement. Ah oui, inévitablement, il y en a un qui va lâcher. Mais comment on va sauver la Kasbah? Parce que autant la citadelle d'Alger, Dar Sultan, autant Dar Sultan, l'État est au petit soin avec Dar Sultan, autant la Kasbah est abandonnée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les petits gens de la Kasbah, ils ramènent du ciment et ils talochent les murs. Ce ciment qui est hors jeu dans la construction traditionnelle, il va faire de son poids, il va faire tomber la pierre. C'est logique. Parce qu'au lieu d'utiliser le ciment, on devrait utiliser la chaux de rivière. Et la chaux de rivière, elle a un usage culturel que seuls les artisans d'antan savent manipuler. Est-ce qu'il existe encore des artisans? Oui, il existe. C'est avec le chaux de rivière avec la chaux de rivière qui sont en train de restaurer Dar Sultan, la citadelle d'Alger. Ouais. Mais il faudrait pourquoi on s'occupe plus de Dar Sultan que de la Kasbah? La question, elle est là. La question, elle est là. Tout est focalisé sur Dar Sultan, alors que l'essentiel de la Kasbah est abandonné, à part la villa du millénaire, l'ex-villa du centenaire. La question méritait d'être posée. Oui, j'allais vous regarder. N'allez pas dire que je suis encore contre les Turcs. Ma femme en descend, donc j'ai bien envie de rentrer chez moi aujourd'hui. Non. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé donc aux assises réalisées par eux, mais sans pour autant s'intéresser aux assises réalisées par les Iyanides juste à la suite du premier tremblement de terre d'Alger qui a eu lieu en 1300. Mais moi, la question que je posais, c'est pourquoi on s'occupe plus de Dar Sultan que de la Kasbah?
Mais on s'occupe de l'extérieur plus que de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est la façade. C'est un peu, comme disait Mao Tse-tung, la culture est sur le front idéologique le reflet de la situation politique et économique d'un pays. Dans notre pays, le front extérieur a toujours pris le dessus sur le front intérieur. Oui. C'est cela. Bien sûr. Ceci expliquant cela. Donc aujourd'hui... Donc aujourd'hui, vous êtes heureux d'annoncer votre rencontre de mardi. Ah oui, absolument. Parce que vous allez rencontrer votre public. Et je remercie pour cela mon ami Hakim Djiani qui m'a fait l'incident de Ce n'est pas parce que vous l'avez le Houma. Non, pas. Non, mais je me pose la question, après avoir écrit, parce que je montrais tout à l'heure Alger la Blanche, j'ai montré Alger la Mystique. Alors là, il y a souvent nos salles de cinéma, il y a les jeux de notre enfance. Et on y reviendra bien évidemment, mais il y a l'instantané sur une époque également, votre livre. Et puis, il y a les chroniques algéroises, la Casbah. En plus de vos écrits dans la presse, comme l'avait dit Abdelhakim Ziani tout à l'heure en début d'émission, sur vos chroniques sur le quotidien Liberté. En fin de compte, vous allez opter sur quel axe réellement? Pour la restauration. Non, pour mardi prochain, pour la conférence. On va parler de la Casbah, bâton rompu. Oui. On va parler des fontaines, on va parler des contes et légendes, on va parler de tout ça. De tout ce qui est immatériel. Voilà, tout ce qui est matériel et immatériel. La restauration relève de la compétence des autorités, donc des collectivités locales. Des collectivités locales, voilà. Exactement. Les dimensions immatérielles relèvent de la compétence du ministère de la Culture et de la société civile. En réalité, la restauration ne pose pas de problème, même sur le plan économique. Elle peut être d'un bénéfice extraordinaire parce que non seulement ça va être elle va provoquer un attrait touristique qui existe de nos jours. Il faut voir les étrangers qui se promènent ces jours-ci au niveau de la Casbah, mais il y a la création d'emplois, il y a la création d'emplois, il y a des aspects bénéfiques qui peuvent donc profiter grâce à cette restauration. Non mais parce qu'en ce moment, la Casbah, elle revit. Il y a l'afflux de touristes, locaux et étrangers. Vous y habitez encore, vous? Non, je n'y habite plus. Mais vous y allez? Ah oui, j'y vais tout le temps, bien sûr. J'y vais tout le temps. J'aimerais y retourner. J'aimerais bien y retourner. Si. Y habiter régulièrement, j'aimerais y retourner vivre. Vivre là-bas. Mais est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui de vivre à la Casbah? Bien sûr. Après une restauration, toutes les commodités seront réunies. Moi, je vais dire une chose, et je suis responsable. Ce qui est dommage aujourd'hui pour la Casbah, Zman kent plus qu'une Houma. C'était une nation, c'était un État, c'était El Jazair. C'est ça. Aujourd'hui, la Casbah est devenue un quartier de non-droit. Dans les 105 hectares de la Casbah, vous ne trouverez ni un commissariat, ni une brigade de gendarmerie, ni un garde champêtre. À l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, à l'intérieur, il y a un commissariat. On parlait de l'intérieur. Donc, vous voyez que même lorsqu'il y a relogement et qu'on vide une douira, elle est aussitôt réoccupée. Voilà. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Quand on évacue des familles, on ne mure pas la douira. Elle est laissée comme ça, ouverte aux quatre vents, et hop, elle est victime d'un squat. Et généralement, ce sont des familles relogées. Relogées. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Une maison qui se vide doit être structurée, doit être refaite. Réengager le chantier directement ou Absolument. C'est cela. Oui, ce qu'il a dit. Et il faut une décision politique, qu'on en finisse une fois pour toutes. On a pris la décision de faire le métro, ce qui est une très bonne chose. L'aéroport international, les téléphériques et j'en passe. On doit prendre la décision pour sauver cette Casbah et sauver toutes les Casbahs du pays. Parce que nous ne militons pas uniquement pour la Casbah d'Alger. Il faudrait sauver aussi pour les Casbahs de tout le pays. Oui, il faudrait aussi sauver la parfumerie de Mufti Zakaria, d'où est sorti le texte de Kassaman. C'est ça. Mais il faudrait sauver aussi l'ancien cercle du Mouloudia d'Alger, qui est aujourd'hui à l'abandon. Voilà. C'est-à-dire la Casbah, chaque pierre, elle vous parle. C'est cela. Et mardi prochain, vous continuerez à parler à vos... Je voudrais rajouter quelque chose, puisqu'il y a eu un hommage qui a été fait à Cheikh Belhami Sidullah, qui était un grand ami. Je voudrais
tout en restant dans le contexte du livre, hein, avoir une pièce pensée pour un ami très cher, tlemcenien, le docteur Yadi, qui était le médecin des pauvres à Tlemcen, qui soignait les pauvres, y compris à domicile, qui fut le compagnon de Mohamed Boudiaf, et qui a eu l'honneur, dans le cadre de l'association musicale Ahbab Cheikh Al-Arabi Ben Sari, d'organiser le premier colloque jamais organisé en hommage à Mohamed Dib il y a quelques années, en pleine décennie noire, et je tenais à rendre hommage à ce monsieur qui a brillé par son talent, par son militantisme, pour que la parole ne soit pas empêchée, y compris la mienne, à l'occasion de ce même colloque, puisqu'il avait pris ma défense et m'avait permis de prendre la parole et de parler de Mohamed Dib. Voilà. Merci pour cet hommage, merci à vous, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se voit bientôt. Inch'Allah. On se croisera dans l'une des... On se croisera dans une marche, comme dans une démarche, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous ai envoyé notre photo de la dernière fois. Eh ben, je vais la poster. C'est une pièce à conviction. C'est une pièce à conviction. Comme quoi, on a fait le Hirak. Hein. Alors, du coup, merci Nordine Lohal, merci à vous, Abdelhakim Ziani. Bon, on se voit samedi prochain. Samedi prochain. Évidemment. Et d'ici là, mardi, le rendez-vous à ne pas manquer à 14h chez Mediabook. Voilà, j'y arrive et c'est une initiative des éditions ENAC avec vous, Abdelhakim Ziani et Nordine Lohal. Je vous souhaite de faire de belles rencontres pour mardi prochain. Allez, quant à nous, on a parlé de la Casbah, ça tombe très bien, une petite virée à la Casbah. Vous l'avez peut-être vu, cette virée, vous l'avez peut-être vécue. Et ben, c'est Fri Hamdi qui nous l'a fait vivre ici sur ce plateau ce matin en direct. Allons-y. بسم الله بديت وعلى رسول الله صليت ولا بكيت حكيت في منامي نديكم في القصبة ندخلكم وعلى البهجة نزاهيكم أنا طويرك سق على عقلي معاه يما. Avec ses murs décrépits, ses ruelles humides et ses terrasses qui portent loin sur la mer, la Casbah d'Alger offre toujours ce qu'elle a de plus beau de son histoire millénaire. Bien ancrée dans la tradition populaire de la capitale, la possession de vaisselle et autres accessoires de cuivre est considérée à Alger comme un signe de bon goût. Mais hélas, ces genres d'articles tant convoités par nos grands-parents sont devenus de nos jours une denrée rare. Nous avons rencontré Nasser Hadj Hammou, un brocanteur spécialisé dans les objets en cuivre. Il nous parle du mrash, cet objet qu'on utilisait autrefois dans de nombreuses occasions. عرف كان المرش هذا نعرفه من زمان هذا هو وهذا المرش هذا كانوا ناس زمان اللي عندي معلومات عليهم على والدينا كاع ما كاش ناس قسنطينه ناس الجزائر ناس تلمسان توت لي 48 ولايه قالوا حاكمين كاع عندهم المرش ما كاش دار ما كاش عندها مرش وهذا المرش هذا من الاصل هما يسموا هنا كاين لا فلور دورونجي كاين مزهر وكاين ماورد باش هنا يتخالف وهذا المال تاع الاخر كانوا يستعملوه البوليغاتو بول الحلويات الجزائريه هذا المرش ومن بعد كي نزوجوا كان عندنا الوليمات باش في الختانه او في الزواج فوالا كانوا يستعملوا بهم الريحه للضيافه للناس باش يكرموا بهم اهل الجزائر. المرش انا متخصص في لا ديكوراسيون سور با تو سكي موبيلي الجيروا زمان كان صندوق العروسه كان سكامبلا المرفع الو حنا كي نديروا المرفع اما دوك عندي في الدار مرافع كي نديروا المرفع الطويل نديروا فوقه سنيوه والمرش وزمان المرش كانوا يستعملوه القهوه تاع الحشيه قهوه تكون ماورد ماورد يديروا قطيره مزهر ماورد في القهوه دوك يستعملوا الريحه ثاني. Khaled Mahyoud, quant à lui, se souvient du rituel du mariage d'antan
au vieil Alger, où les femmes utilisaient el march. Il nous en parle. والمرش هذا فيه حكايه كبيره. هذا المرش هذا ولا هذا كيف هدايا يحطوه بكري، ما كاش هاد لي موان تاع تفتافه تاع كذا يعمروا هذا باش كل صباح كي يجي خارج مول البيت يحب يدير هاي كيفاش. هارون عندهم دائما هذوما. وكاين كبير هذاك تاع الاعراس تاع في المولود تاع المناسبات يديروا فيه غير هكذايا الغاشيمه. بكري كان الالي في الدار في وسط الدار هكذايا الالي نساء يولوا لهم من الفوقاني وكذا منا. الور هذاك المرش يجيبوا ماشي غير واحد ولا زوج، كل وحده عندها وحده نساء ويولوا ويرموا على الالي على الشعب على فهمتي نفسك من الفوقاني يرموا على الناس يكونوا كذايا. الداخل كان يدير المزهر وشويه ريحه هذيك شغل بريونتين شغل تريح مليح تشبه يخلطوها معاه ويعمروا. وكان يدير ريحه، كان يحب يدير ريحه مي التقليد تاعها كاع المزهر وحده وشويه ماء ويرشوا. Ainsi, il apparaît clairement à travers l'art de cuivre que l'Algérie était une terre d'asile et de rencontres, et parfois simplement de passage pour de nombreuses influences artistiques et culturelles. Cet art, utilitaire et décoratif, peut servir de testament aux générations futures. Voilà, Falil Hamdi avec cette balade à la Casbah, en espérant que ça vous ait donné envie d'y aller, que ce soit la Casbah d'ici, d'Alger, de Béjaïa, de Constantine, de Tlemcen ou autre. Il faut absolument visiter ces lieux du patrimoine, et ça tombe très bien, c'est le mois du patrimoine. Alors, je vous l'avais dit, on va beaucoup parler de livres ce matin. On va enchaîner avec une autre rencontre, cette fois-ci avec Rachid Reda Etchiali. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Ben, vous êtes chez vous ici. D'abord, je sais que vous souhaiteriez dire un mot sur Moulay Belhamissi, oui, sur lequel nous sommes revenus d'ailleurs tout à l'heure. Oui, Belhamissi, j'en ai parlé dans le bouquin. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a encouragé à faire les recherches, pratiquement parce qu'il était professeur d'histoire. Oui. Ouais, c'est un grand monsieur. Hein. Et puis surtout dans les recherches, il a fait plusieurs bouquins. Et puis il a des choses qu'on ne trouve nulle part. Hein, parce qu'il a été à la source, il a été à Simanca, en Espagne. C'est là où il y a toutes les archives de l'empire, du royaume d'Espagne. Et puis il a été à Istanbul, en Turquie. Ouais. Là aussi, il a eu tout à sa disposition, tous les documents qu'il fallait. Et puis il avait juste ce qu'il m'a raconté, il avait un problème, c'est celui de la langue. Parce que les archives turques, ottomanes plutôt, j'essaie de ne pas utiliser le mot turc parce que c'est un terme un peu nouveau. Alors, il y a le problème de la langue, parce que la langue avant, c'était le turc était écrit en arabe, en caractère arabe. Ouais. Ce qui fait que, même en le lisant, on n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, j'ai eu aussi l'occasion j'ai des documents écrits en turc, on appelle le turc ottoman. D'accord. C'est-à-dire, et puis on ne peut pas le déchiffrer. D'abord, il y a des lettres, il y a des consonnes qu'on ne retrouve pas dans l'arabe. C'est cela. Il y a 4 ou 5 consonnes qu'on ne retrouve pas. Mais... Et puis ils ont, vous savez, ils ont toute une panoplie de voyelles. C'est cela. Mais qui peut comprendre? Est-ce que cette langue, est-ce que cette manière d'écrire l'ottoman, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'il existe encore des personnes qui maîtrisent cette... Ils sont rares, parce que le problème qui se pose pour les Turcs, c'est que c'est une langue qui est bannie, pratiquement. On ne veut pas en parler, c'est terminé, on tourne la page. L'ancienne langue. L'ancienne écriture. L'ottoman. Hein. C'est ça. On n'en parle plus, mais je crois que les Turcs arrivent à le lire. C'est pour ça que vous voyez des films. Il y a des films qui ont sur l'histoire. Par exemple, vous avez eu dernièrement, il y a Ertugrul. Oui. Ertugrul, c'est le père du fondateur, de Osman, le fondateur de l'Empire ottoman. Mais juste pour savoir, pourquoi elle est bannie? C'est la République. C'est cela. C'est pas la peine. Ce qui est bien avec vous, Rachid Reda Etchiali, aujourd'hui, c'est qu'on va parler de votre ouvrage, L'Empire ottoman et la contribution de Ulj Ali Raïs, nommé ou surnommé le Kilj
Kelch Ali Pasha. Ali Pasha. On dit Qulch. C'est-à-dire, c'est le E, on le saute. C'est comme, par exemple, vous retrouvez dans le Mohamed. Oui. Mohamed, c'est pas Mohamed, ça n'a rien à voir, c'est Mohamed. C'est Mohamed. C'est pas pareil. Mohamed, ils écrivent avec M-U, tréma, U, ça. C'est ça. Bu, 2M, E-T. Donc, ah oui, non, si je comprends bien, donc... alors, si je comprends bien, on ne lit pas la première, la voyelle. Pratiquement un accent. Un accent, c'est ça. Un accent circonflexe. Non, mais c'est un accent circonflexe. C'est un accent, comme on appelle, de séparation. De séparation. Comment on appelle ça? Le L''apostrophe. L'apostrophe. C'est l'apostrophe. Alors, on a vu une couverture de livre, j'aimerais bien que vous la revoyiez. Et est-ce qu'on peut la renvoyer, s'il vous plaît? On l'a vu, on ne l'a pas expliqué. La voici. L'épopée de El Jalib Raïs. Le premier livre. Ça, c'est vous. C'est le premier. Et puis ensuite, ça, si vous voulez, il y a deux parties. Oui. Il y a la première partie, c'est l'Empire ottoman, l'histoire de l'Empire ottoman. Et la deuxième, c'est l'épopée de El Jalib Raïs, avec bien sûr revue. Oui. Et complété, voilà. Revue et complété. Voilà. Alors, on va en parler, tiens. Vous êtes un retraité d'un autre secteur, le secteur des finances. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené vers le livre? C'est un peu mon grand-père, là, j'en ai parlé. C'est mon grand-père qui m'a mis un peu sur les rails. Oui. Et puis, vous êtes dit aller sur les traces de vos origines? En principe. Oui. Mais là, d'ailleurs, Abdelhakim Ziani disait sur vous, il y a quelques instants, quand on a parlé de l'Empire ottoman, il disait c'est normal, hein, il s'appelle Etchali. Vous vouliez qu'il fasse des recherches sur qui? Exactement. Évidemment qu'il va s'intéresser aux Ottomans. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, il faut dire ce qu'il y en est, quoi. Alors, mon grand-père, il ne voulait pas qu'on en parle de ces choses-là. Parce que là, vous savez, les Français ont suffisamment divisé les Algériens qu'il ne fallait pas passer. Alors, ce qui fait que moi, j'ai été un peu curieux. J'ai commencé... L'interdit vous a attiré, quoi. Non seulement mais lui, il me donnait des renseignements. C'est cela. Il m'a donné beaucoup de renseignements. Il m'a mis sur les rails, comme on dit. C'est ça un peu. et puis après, je suis rentré au centre, parce qu'on avait créé, dans les années 80, on avait créé le Centre national d'études historiques. C'est cela. Ça a été fait par, j'en ai parlé dans le livre, c'était par Toufiq al-Madani, Allah yarhamou. C'était une institution qui dépend directement de la présidence, mais malheureusement, à l'époque, il y a eu des... On voulait quand même, j'en ai parlé d'une manière un peu à droite. Hein? Dites ce qui s'est passé. Non, tout simplement, on voulait que... On ne parle pas de tout ça, mais on parle des dirigeants de l'époque. Ah, c'est-à-dire qu'on voulait politiser un peu la chose. Politiser, mais surtout... Centre national d'études historiques. Voilà, exactement. Le CNE. Alors depuis, il est mort, Allah yarhamou, Wesmou. On a continué un peu avec Wesmou, avec Belqasem Wesmou. Wesmou qui était au parti Mouloud Qassem. Lui, il s'intéressait beaucoup. Et Ouai, il avait une chose de bien, c'est qu'il avait une culture anglo-saxonne. Il était. Alors lui aussi, il commençait à donner la vérité historique, parce que là, on a essayé par tous les moyens de la cacher. Puis c'était les Français qui essayaient de justifier l'occupation. Alors, du coup, oui, ça tombe bien. Alors, je vous poserai une question qui n'est pas polémique, bien au contraire, parce que c'est un superbe ouvrage que vous nous livrez, 21 ans après, ou plutôt 20 ans après sa première édition. Oui. Voilà. Vous le complétez, vous continuez vos recherches, et puis vous relancez la deuxième partie. C'est ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage. Mais sur la présence des Ottomans en Algérie, vous en dites quoi, vous qui avez fait des recherches? Moi, je cite moi l'histoire. Vous avez des références? Non, l'histoire, et puis vous avez toutes les références. C'est cela. Moi, je ne m'amuse pas à ajouter. Moi, je ne prends pas position, parce que je vous l'ai déjà dit au téléphone. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je vous dis une chose, c'est que ce bouquin a été fait sans l'aide de personne. C'est cela. Que ce soit clair, c'est un travail neutre, indépendant, et avec conviction. Avec mes fonds, je me suis déplacé par mes fonds, je n'ai même pas informé. Le ministère de la Culture. Je suis ministère de la Culture, mais là où j'ai été à Istanbul. Oui. Et puis je vous dis une chose, c'est que je n'ai même pas eu les moyens pour aller voir. J'ai retrouvé ça, le mausolée de Jali.
à Istanbul. Vous l'avez retrouvé? Elle est là, vous avez toutes les photos. Exact. Alors, mais ça tombe bien, mais en fin de compte, on est en train de parler de l'Empire ottoman, mais ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est la contribution de Öcalan Reis. Voilà, exactement. Donc, Kılıç Ali Pacha. Voilà. Qui est-il? Lui? Oui. Bon, justement, il y a une polémique. Non, non, moi je l'ai dit là-dedans. Ah, mais moi je ne sais pas qui est-il. C'est-à-dire, je n'ai pas passé. J'ai dit que les Européens disent que c'est un Calabré. Oui. Bon, les Européens ont tout dit. Hein. Non, mais Malish. Les Européens, c'est eux qui ont pris les crânes des Noirs. Non, les crânes des Noirs. Non, on commence déjà par les Noirs, à l'époque de l'esclavagisme, en montrant la taille des crânes des Noirs qui étaient sous-nourris, qui souffraient de famine et autres, et qui disaient, regardez, la preuve, leur tête est plus petite, leurs cerveaux sont plus petits que ceux des Blancs. Voilà. Ça, je veux dire, il n'y a aucune leçon à recevoir sur... Oui, bon. Alors, du coup, il y avait cette version, et puis il y a la version de l'autre côté. Oui. Parce que moi, j'ai compulsé l'encyclopédie turque. D'ailleurs, j'en ai cité là, avec la page de l'encyclopédie et tout. Hein. Vous avez tout là-dedans. Alors, ils disent que non, voilà sa mère, plutôt voilà son père, voilà sa mère. C'est un Turc à part entière. C'est les Turcs qui le disent. Hein. C'est cela. Moi j'ai parlé des deux. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné chez Öcalan Reis? Non, comme je vous dis, parce que c'est un grand homme, il faut le reconnaître. Oui. Vous allez si vous lisez, vous allez vous rendre compte, c'est pas n'importe qui. Vous savez, il a tenu tête aux grandes puissances européennes. Oui. Et puis les Pentes, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lépante, la bataille de Lépante, c'est la grande bataille, oui. 1571. Oui. Vous savez, c'est la grande bataille. C'est là où il a été désigné, il a reçu le pseudonyme là, de Kılıç. Avant, c'était Öcalan. Oui. Ensuite, après, c'est devenu Kılıç. Kılıç, ça veut dire, vous savez, en turc, ça veut dire le Seyf Islam, il a été nommé par le sultan. C'est ça. Parce que, vous savez, il a participé avec une escadre de 40 bateaux de l'escadre algérienne, 40 bateaux. Il n'a perdu aucun bateau. C'est-à-dire, ces faits-là, j'en ai parlé, je ne suis pas là pour... Oui. Et puis ça a été rapporté par... Mais vous ne justifiez pas, hein, vous dites ce que vous avez à dire. Non, parce que moi je n'ai pas, comme on dit, j'ai pas, comment on appelle ça actuellement en informatique, du copie-coller. Oui. J'aime pas ça. Moi j'ai cherché, j'ai trouvé des références, j'ai trouvé des gens, des historiens européens qui ont parlé de lui. Et je vais vous faire une petite comment dirais-je, un petit secret. Vous savez où est-ce que j'ai retrouvé sa mausolée? Où? Dans une encyclopédie italienne. Sérieusement? Même dit en français, parce que pourquoi? Moi j'ai vu le nom Tao, parce que le Öcalan en italien, il dit Ucciali. Ucciali, oui. C'est clair. C'est cela. Alors, l'écriture, j'ai repris l'écriture italienne et j'ai vu dans l'encyclopédie, ils parlent, ils me disent son sanctuaire, si vous voulez, ou son mausolée, à tel endroit, à Istanbul. Voilà. Je vous assure que c'est comme ça que j'écoute. Et vous avez été? Non, je n'ai pas été, justement. C'est après. Après, parce que j'ai été au début, j'ai été... Il faut dire ce qu'il en est. C'est-à-dire, moi, c'est ça un peu qui m'a attiré. Et puis surtout, j'ai trouvé des choses importantes dans les batailles, dans les discussions, dans comment dirais-je, on appelait ça la diplomatie. Oui. Comment qu'il agissait lors des négociations avec l'Espagne, avec les Russes, avec... Vous savez, c'est ça un peu qui m'a un peu... Alors, ce qu'il faut savoir, dans votre ouvrage, vous l'entamez avec un avertissement. Un avertissement à qui? Avertissement à ceux qui prennent pour argent comptant tout ce que disent les Européens. Voilà, c'est très bien. C'est clair, c'est net. Votre livre est dispatché en 3 volets. L'Empire ottoman, évidemment. Pardon, là je voudrais quand même apporter une précision. Oui. Au début, le premier livre, là, lors de la distribution du premier livre, alors il y a des gens qui m'ont fait la remarque. Oui. On m'a dit que, écoutez, vous nous parlez de l'Empire ottoman, mais on ne connaît rien de l'Empire ottoman. Et c'est là qui m'a amené à faire l'histoire de l'Empire ottoman. Oui. Vous savez, l'histoire de l'Empire ottoman, il y a 36 sultans. Je suis passé en revue. Oui. Continuez. Je suis passé en revue tous les sultans où j'ai parlé jusqu'à la fin avec l'avènement de la République
avec Mustafa Kemal. Et puis ensuite, un petit volet que j'ai gardé, j'ai appelé ça document événementiel. C'est cela, c'est le troisième volet. Voilà, qui avait rapport à cette période. C'est cela. C'est-à-dire, j'ai parlé par exemple comment les gens partaient d'ici volontaires dans les armées ottomanes. Ouais. Comment ils sont reçus là-bas, Alors il y a ça, il y a par exemple les secrets, et ça c'est important, hein, ça, parce que là j'en ai fait une bonne partie, les secrets de la chute de l'Empire ottoman. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore su? Quel est le secret selon vous qui n'a... Le secret par excellence. Je n'ose pas le dire parce que c'est quelque chose de... C'est quoi? C'est une traîtrise? C'est le Khiana? C'est quoi? C'est le Khiana de l'Empire, c'est la coalition internationale. Et puis, animée par certains, bon, je ne veux pas dire qui est-ce. On vous le dira, je vous le dirai. Des gens de chez nous? Non, ma chérie, non. Ouais. Ah ouais, c'est des gens qui vivent partout. Ah, ils vivent partout. Ils ont dès le début, depuis 1500 et quelques mois, c'est quoi, c'est sionistes? Voilà, vous l'avez dit. Pourquoi vous avez peur de le dire? Non, je l'ai dit. Ah, vous le dites dans votre ouvrage? Si, écoute, non, je sais que vous dites dans votre ouvrage, il n'y a pas masque. Moi, je veux pas. Il y a un grand... Vous savez, depuis 1500 et quelques mois, pourquoi? C'est connu, c'est la Palestine, pour avoir la Palestine. Vous savez l'histoire de le sultan Abdelhamid II, qui il est venu. Il est venu pour on vous achète la Palestine. Ouais. Mais déjà avant, il avait travaillé déjà pour ça. C'est cela. Ils avaient travaillé pendant une longue période, depuis 1500 et quelques. Mais si on a 4 ou 5 siècles. Alors moi, je suis passé sur toute la période avec des interventions des Anglais, des Français. Ouais. Voilà à peu près. Alors, pour moi, c'est le document maître de ces troisième partie. Et à partir de là, on comprend que ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de ce qui s'est passé hier. C'est la suite. Et c'est la suite logique des faits. Suite, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Etchali, Rachid Etchali. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous aviez des craintes suite à pour ce passage en particulier quand on avait échangé. Parce qu'on s'était dit, bon, n'ayant pas reçu le livre de votre maison d'édition, on s'était inquiété un peu sur les points que l'on pourrait évoquer. En fin de compte, vous êtes ce qu'on appelle en télévision un excellent client. Non, merci. Non, mais c'est-à-dire, moi, pourquoi j'étais un peu hésitant? Parce qu'il y a actuellement un mouvement qui essaie par tous les moyens de dénigrer l'Empire ottoman. Non, il faut pas. Mais je vais vous dire le problème de cela. C'est que ça ne fonctionne que si la partie adverse ne réagit pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher des gens de ramener de nouvelles théories sur l'histoire et de dire l'Empire ottoman n'a jamais existé. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de les combattre en les combattant en disant qu'il ne faut pas leur donner la parole, mais c'est de ramener des gens qui vont débattre face à eux. Voilà. Non, des personnalités comme vous qui vont débattre face à eux et dire non, voici des faits, voici des références, voici ce qui s'est passé. Et des références pour ce document-là, des références européennes. Hein, c'est pas alors, je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, l'histoire des janissaires qui font des coups d'État. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Oui. Et il détrône un sultan pour le remplacer. Mais il y a un élément qu'on n'a jamais parlé. Lequel? C'est que les janissaires n'ont jamais pris le pouvoir. C'est toujours la famille du sultan ou bien c'est son frère, ou bien c'est son fils. Et oui, mais c'est ça le problème. Reda Etchali, j'espère que vous reviendrez très prochainement. On aura l'occasion d'en parler et de continuer un peu sur la même chose, parce que comprendre le passé, c'est mieux aborder l'avenir et c'est mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il ne sert à rien de taire un débat. Au contraire, il faut l'alimenter en mettant face à face des personnalités qui ont des arguments. Sans faire de la politique, je vous le dis. Non, j'avais compris. Merci encore. Quant à nous, le portrait que l'on va suivre sans plus tarder, il amorce l'arrivée de plusieurs invités. Une exposition à l'occasion du mois du patrimoine, mais aussi une styliste à découvrir avec Maya. C'est un portrait de Samia Barakni, qui a lancé sa petite entreprise de chocolat. Ça se passe à l'Arba'a Netiratn et c'est Frédéric Hamdi qui a été à sa rencontre. Merci.
Admi est un village paisible qui se trouve à environ 10 km de l'Erba Netiratan, wilaya de Tizi Ouzou. C'est elle, une femme ambitieuse et dynamique. Samia Brakni a réussi au moins 2 carrières, d'abord comme mère, ensuite comme femme qui détient une petite entreprise familiale spécialisée dans les produits de pâtisserie. Je suis biologiste de formation en produits alimentaires. Donc après je me suis intéressée au chocolat, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai commencé à lire sur le chocolat et j'ai choisi ce projet qui est vraiment en relation avec le chocolat. Voilà. On allume la machine, on atteint une certaine température. Après, on met la graisse dedans, le beurre là qu'on utilise pour le chocolat. On met le cacao et le sucre, voilà, et on attend le canchage pendant 7 heures, de canchage minimum, 7 heures minimum, et on goûte et on voit si le chocolat est onctueux ou pas encore. Donc c'est avec le goût, c'est en goûtant qu'on constate est-ce qu'il est à maturité ou pas. Une compétence qu'elle a d'ailleurs acquise en puisant abondamment dans le savoir-faire du chocolat. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de cette femme, dont la force de caractère, le souci du travail bien fait et l'intelligence font à non point douter partie de ses qualités. Bon, franchement, ça a été plus dur avant, dans mes débuts, parce que mes enfants étaient au bas âge. Étaient jeunes et puis c'était les débuts, je me sacrifiais, je passais beaucoup de temps au travail, c'est moi qui livrais, c'est moi qui achetais la matière première, c'est moi qui livrais, donc franchement c'est difficile de concilier les deux. Il faut vraiment être organisé, mais Dieu merci quand même j'espère bien que j'ai concilié entre les deux. Enfin, en voyant mes enfants, alhamdoulilah, parce que des fois on a tendance à avoir un petit remords comme ça, on se dit qu'on n'a pas fait ce qu'il faut vraiment le maximum aux enfants, mais alhamdoulilah, on leur a fait ce qu'il faut, voilà. Joli et brillant, le glaçage au chocolat est la touche de gourmandise pour que votre gâteau soit le plus bon pour être dégusté. Donc il y a des petits trucs qui se disent pas, c'est-à-dire qui se révèlent pas, vous voyez, parce qu'il y a une recette globale et puis il y a chaque producteur il a sa petite touche, voilà, sa petite touche à lui. Donc c'est un secret comme vous l'avez dit, Feriel. J'assistais aux foires, j'étais curieuse, je lisais, voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé quelqu'un, un Italien, au niveau du foire une fois. J'ai discuté avec lui et c'est comme ça que c'est venu. Et puis j'ai vu que c'est un truc il n'y a pas du tout à Tizi un fabricant de chocolat. J'étais la première. Donc j'ai opté pour ça. J'ai opté, même si j'avais pas beaucoup d'idées sur le chocolat à ce temps-là. Après je me suis documentée. Durant toutes ces années, j'étais pratiquement absent. Donc c'est elles qui sont chargées de tout. Du foyer, c'est ça qu'elles concilient, que ce soit le foyer, que ce soit son travail. Donc on peut dire que c'est une femme d'exception. L'exception, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'elle a pu quand même, c'est grâce à son courage qu'elle a pu surmonter toutes les difficultés, que ce soit au niveau de l'éducation des gosses, que ce soit, la fabrique. Donc c'est elle qui faisait pratiquement le plus gros travail. Mais c'est-à-dire qu'elle a surmonté toutes les difficultés. C'est une battante, on peut dire ça, c'est une battante. Mais le seul souhait de Samia est d'agrandir sa petite entreprise afin de faire travailler les jeunes de son village qui souffrent de chômage.
Voilà, créer de nouveaux emplois d'un côté, et puis ce moment assez sympathique en télévision, c'est quand le mari encense son épouse et qu'elle en devient toute rouge. Excellente matinée à vous tous. Ce matin, Maya Amrani, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Bonjour mesdames. Voilà, vous vous invitez ce matin sur le plateau plusieurs invités, notamment Jihan Khalili. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, vous êtes styliste et vous ferez partie de cet espace consacré par Maya d'ailleurs, mais aussi Mariusa Bedran Alili. Bienvenue. Merci. Marhaba bik. Vous êtes vice-présidente de l'association Défis de femmes à domicile. À domicile, oui. Eh ben, ça tombe bien, vous nous présentez aussi Hassina Mellouli. Hassina Mellouli, bienvenue à vous. Alors vous êtes artisane. Oui. Vous êtes spécialisée dans le dessin sur verre et bois. Oui. Et d'ailleurs, pour votre partie, vous exposez au Palais des Rails, au Passion 23. Oui. C'est jusqu'au 30 avril 30 prochain. avril, oui. Et c'est à l'occasion du... Ramadan, sous le thème Ramadan. Moi j'aurais dit mois du patrimoine. Le mois du patrimoine aussi. Le mois du patrimoine, le mois du patrimoine. Mais vous le faites pour Ramadan, mais avant Ramadan. Comment avant Ramadan? C'est-à-dire Ramadan, pas avant. C'est-à-dire pas pendant, mais avant, oui. Oui. Oui, avant Ramadan, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. C'est bien. devancer les choses pour mieux les préparer, pour Très mieux bien. préparer le Ramadan. Alors, en quelques mots, juste votre association Défis de femmes à domicile. En quelques mots, comment on pourrait la présenter? C'est une association qui essaye de récupérer les femmes qui ont un savoir-faire chez elles. Elles n'ont pas où commercialiser leurs produits. On essaye de leur fournir des endroits, des expositions, des expos-ventes minimum une fois par mois. Elles exposent tout ce qu'elles font. Et en même temps, elles arrivent à vendre leurs produits. Donc, Hassina Mellouli, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de l'association. Oui, c'est l'une des artisanes. Vous faisiez quoi au départ à la maison? Enfin, je dessine toujours, mais avant, j'avais pas l'occasion de me montrer ou d'exposer aussi dans des endroits comme maintenant avec cette association, bien sûr, qui nous a donné la chance de voir d'autres endroits et nous montrer aussi. Et vous faites quoi au juste? Je dessine, je dessine sur le verre et sur le bois aussi, enfin tout support. Et j'ai fait une formation de one stroke, c'est un dessin, enfin c'est une technique américaine. Oui. Et je commence à l'appliquer ici en Algérie. Et j'aime bien que les gens la connaissent bien plus tard. Là, c'est le trèfle à 4 feuilles. Oui, ça sur le bois, c'est un bougeoir bien sûr, et l'autre c'est la céramique. Bon, ça, c'est quelques-unes de vos créations. Oui. Il y en a beaucoup plus, ça on l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est ce que vous présentez ce matin. Vous avez invité combien d'artisanes à cette expo? Sur 23, elles sont une vingtaine. Une vingtaine? Ouais. Elles sont une vingtaine. Nous avons des gâteaux, nous avons des artisans qui font des gâteaux. Nous avons de la confiserie, nous avons le crochet, nous avons aussi une jeune dame qui est arrivée récemment, qui fait des poupées avec toute tenue traditionnelle de toutes les régions d'Algérie. Ah, c'est très joli. Oui, c'est pas mal ça. Nous avons aussi une autre qui fait du dessin sur verre. Nous avons de la poterie. Il y a du monde depuis? Oui. Ouais. Nous recevons quand même beaucoup de monde, surtout les touristes. Les touristes. Et puis chaque jour, Parce que l'espace souffre d'un problème, pas de parking, quoi. Oui, tout à fait. Mais sinon, c'est un très très bel espace, c'est un très beau site et qui s'y prête beaucoup aux expositions. Oui. Combien d'exposantes? Une vingtaine. C'est très bien, on va y revenir dans quelques instants. Vous faites ça à la maison? C'est là-bas que vous avez votre atelier? Oui. Ouais, vous êtes marié? Non. Non, vous êtes tranquille pour l'instant. Quand tu auras votre mari. C'est une occupation. Imaginez, quand vous serez marié, vous devrez choisir entre la chambre où on regarde le foot ou votre atelier. Enfin, je vous souhaite une grande maison, soit dit en passant. Non, mais c'était histoire de vous mettre un peu à l'aise et de savoir un peu comment vous créez vos beaux objets. Alors du coup, on va parler de stylisme ce matin aussi. Ben oui, avec Jihan Khalili qui est là, et c'est l'invité de ce matin aussi, avec ces dames. C'est bien, ça tombe bien parce qu'on se retrouve avec des métiers différents avec des passions différentes. Et Madame Khalili, donc c'est la couture, c'est le stylisme. C'est comment vous êtes arrivée à cette passion finalement, parce que ça en devient une. Ben justement, tout a commencé par une passion.
une passion pour ce métier depuis mon plus jeune âge. Je prenais tout ce que je trouvais sous la main comme chiffon, comme j'habillais mes petites poupées et je leur faisais un petit parcours de tapis rouge comme ça pour qu'elles puissent défiler, voilà, et les voir défiler, voilà. Et puis bon, bien sûr, après avoir fait des études et arrivé à un moment de ma vie où je pouvais choisir. Vous avez fait une grande formation en stylisme. J'ai fait une grande formation en stylisme dans une école réputée, voilà, de stylisme-modélisme, pour légitimiser ma carrière, voilà. Et après, je me suis lancée et j'ai créé ma marque de haute couture et traditionnelle, Ayanes Couture. Très bien. Voilà. Et là, vous vous êtes lancé d'abord dans le traditionnel, les tenues haute couture traditionnelle. Oui. Ensuite, là, depuis peu, le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter a vu le jour depuis une année à peu près. Voilà. C'était à la demande de beaucoup de clientes. On a été sollicité par beaucoup de clientes pour leur créer des tenues de prêt-à-porter uniques, c'est-à-dire propres à elles, par rapport à leur mensuration, à leur taille, à leur... Au début, ça a été un peu difficile vu que c'était pas mon domaine de prédilection en fait. Voilà. C'est-à-dire je voulais vraiment rester dans le traditionnel. Après, bon, je me suis dit pourquoi pas, on va se lancer, on va essayer et voir ce que ça va donner. Et bon, et là, ça a été le déclic. On a eu beaucoup de clientes. On a créé une petite marque en parallèle avec la haute couture. Une petite collection de pantalons, de vestes, de capes, voilà, de abaya, de pas mal de choses. C'est-à-dire tout ce qu'on... c'est en fait au feeling. On a fait ça au feeling. Et d'ailleurs, ce que vous portez, c'est une cape, de votre collection. Oui, c'est une cape de ma collection. Prêt-à-porter haute couture. De prêt-à-porter, voilà, Omsia. Voilà. C'est une cape en velours de soie, travaillée à la main. On a mis le savoir-faire de la haute couture au service du prêt-à-porter. Voilà. On n'a pas lésé ni sur les matières, ni sur la finition et le travail en lui-même. Très bien. Alors, eh bien, on va voir un petit peu comment vous travaillez, comment vous faites. On est venu dans votre atelier et puis on va montrer les images aux téléspectatrices qui attendent impatiemment de voir la suite. Allez, c'est signé Maya Amrani, on se retrouve juste après. Anne, styliste, modéliste, anticipe et crée la tendance et la mode. Son talent de modéliste lui exige la maîtrise de la coupe pour réaliser des modèles uniques de haute couture, comme elle peut réaliser du prêt-à-porter en série. On peut s'inspirer des modèles qu'on voit sur un catalogue ou autre, comme on peut créer notre modèle nous-mêmes. Voilà, par exemple, comme celui-là, je l'ai créé moi-même avec la cliente. Voilà, on a décidé de l'encolure, des manches, de la couleur du tissu qui est très importante, du tissu lui-même, de la qualité, ça peut être du velours comme ça peut être du satin. Après, on a décidé de la coupe et on a finalisé avec les petits détails qui sont la broderie, le perlage. La styliste commence par l'élaboration d'un croquis, première démarche qui donne une idée sur le modèle à réaliser. Déjà, je garde le dessin lui-même devant moi, le schéma devant moi. Voilà. Après, il y a la prise de mesure, voilà, que je garde aussi à côté de moi pour pouvoir faire mon patron. Et là, je commence par un patron de base que je mets sur le tissu lui-même. Et je commence à faire les lignes droites, les lignes verticales, les lignes horizontales. Jihan prend tout en charge, de la création à la coupe, au montage, à l'essayage, puis elle supervise la suite du travail qui passe par la brodeuse perleuse, puis la couturière. Des manches de caraco. C'est des épaules. La tête de manche ou le bataille. D'accord. Le travail, j'ai fait le four, la tête de manche. Madame Jihan تفصل وحنطلع وانا نطلع ندير le montage تاع les vêtements. Très bien. Vous aimez la couture? Oui, نحبها بزاف. C'est une passion. C'est une passion pour moi.
En parallèle à la haute couture, j'ai créé une ligne de prêt-à-porter. Et cette ligne comporte des capes. Je vous montre une cape. Alors la cape, elle est en velours de soie avec des applications fleuries. C'est une application qu'on a reperlée. Elle est sans perlage. On a reperlé ici au magasin. Voilà, c'est une cape qu'on peut porter sur un caftan, sur un kérékou, sur une robe de soirée, comme on peut porter sur un simple pantalon pour faire pour un après-midi, pour faire habiller. On a créé des vestes qu'on adapte à des pantalons. On a créé des vestes à part et les pantalons à part. Voilà. Après, la cliente est libre de choisir de porter la veste, de prendre la veste chez nous et de choisir un pantalon ailleurs. Les abaya. Voilà, pour les jeunes filles de maintenant qui veulent porter un truc chic sur leur pantalon. Alors, les tenues traditionnelles. On commence par celle-là. Alors, c'est ma tenue préférée, c'est la tenue constantinoise, la djebba constantinoise qu'on a modernisée avec une découpe au niveau de la poitrine et une découpe au niveau de la taille. Et on a coupé le bas en forme de jupe sirène. Elle est en fitla, elle est avec des cristal de roche, des pierres de Swarovski. Voilà, travaillée avec une fitla, une couleur assez particulière, c'est un doré miel. Avec une longue traîne derrière, toute travaillée. Voilà, voilà, elle est toute travaillée et un dos assez dénudé. Voilà, on est en pleine finition, on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini la robe. Ça demande énormément de temps pour faire un truc pareil parce que tout est fait main. Même les finitions sont faites à la main. Donc on laisse, c'est-à-dire vraiment jusqu'à ce que la cliente vienne faire son dernier essayage. On finit par fermer la veste à la main et faire les dernières retouches. La styliste crée sa propre boutique et réalise enfin le rêve de son enfance. Un métier qui exige la maîtrise de la coupe et de la création. Voilà, Mayam Rani, dans les ateliers donc de Madame... Oui, on a été surprendre Madame Jihan, voilà, Madame Khelili, dans sa coupe, dans sa couture, dans sa création. Et tout l'atelier était au travail, les brodeuses, les couturières qui vous aident beaucoup. Ah oui, énormément. D'ailleurs, je les remercie énormément pour le travail qu'elles fournissent. Elles sont là, elles m'aident énormément, notamment, c'est-à-dire elles me donnent des idées, quand je suis fatiguée, elles me boostent, voilà, et surtout elles font un beau travail. Vous avez fait des défilés ? Oui, j'ai fait quelques défilés à l'étranger et ici en Algérie. D'accord. Et là, des projets ? Pour l'instant, quelques petits projets. Mais en ce moment, je me consacre à préparer une petite collection de prêt-à-porter. Ça, c'est bien. Oui, de prêt-à-porter. Un peu mélangé au traditionnel, en fait. Voilà. Ça veut dire qu'on va adapter... Essayez de nous faire le prêt-à-porter parce qu'on n'en a pas. Oui, c'est dans nos projets, Inch'Allah, à venir. Oui, le prêt-à-porter marcherait parfaitement bien parce que là, en fait, il n'y a pas beaucoup de stylistes qui s'occupent de faire le prêt-à-porter et c'est très demandé. Le prêt-à-porter est plus difficile que le sur-mesure, en fait. Parce que pourquoi ? Le sur-mesure, on a une personne devant nous, on lui fait l'essayage et on adapte la tenue selon les mesures de la cliente. Oui. Par contre, le prêt-à-porter, non, il faut qu'il soit adaptable à toute personne qui l'achète. Et puis, il faut qu'il plaise à une majorité de personnes. Oui. Et donc, ça veut dire on n'est pas seul à décider du prêt-à-porter et des couleurs, des tendances. C'est vrai qu'on crée la tendance, on la lance. Mais après, c'est le marché, c'est les gens qui sont en face de nous qui disent ça c'est beau, ça c'est c'est pas beau. Voilà. Mais vous pouvez aussi créer le prêt-à-porter sur demande. Oui, bien sûr. C'est-à-dire une cliente se présente pour vous dire je veux une robe ou une... Oui, pour ça, oui. On est en train de le faire. On a pris... Ça, c'est bien. Voilà, on a pris une partie de l'atelier qu'on va consacrer rien qu'au prêt-à-porter. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est de bons projets. Merci beaucoup. Et pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire ? J'aimerais bien... Avoir une boutique. Oui, pourquoi déjà pas. On essaie toujours de l'avoir, bien sûr. Oui. Ou bien sûr faire des expositions Mnalfor, bien sûr, ou
Bien sûr, on arrive à... Oui. Vous arrivez à bien exposer vos produits? Oui, oui. Oui, ça va. Vous avez souvent des expositions? Oui. Non, alhamdoulilah, ça va. Pour le moment, ça va. Et on attend toujours, bien sûr, que bien sûr, l'aide trouve bien loin pour qu'on arrive à... Mais comme vous dites, vous êtes artiste peintre tout support. Vous avez fait des tableaux, non? Non. Pas de tableau, uniquement du verre. Du verre, oui. Et du bois. Du bois. Et de la porcelaine. Beaucoup plus la vaisselle. Oui, c'est bien. Oui, beaucoup plus la vaisselle parce que j'ai remarqué que la plupart des femmes algériennes adorent la vaisselle. Oui, alors, ça c'est vrai. Oui. Alors j'essaie toujours de travailler sur la vaisselle. Ramener un peu d'art dans le quotidien des femmes, c'est... Voilà. Et des hommes, hein, parce que la vaisselle est utilisée. Oui, la vaisselle pendant le ramadan, là, avant le ramadan, on en achète. Le thème de l'expo, c'est Ramadan. Et on a fait pas mal de choses pour le mois de ramadan. Et j'ai ramené bien sûr des services, puis une autre couleur. Les méchés moi, c'est le bronze. Oui. Et je voulais bien sûr avoir une couleur, les kun jdida, bien sûr, c'est pas l'or ou les autres couleurs, bien sûr. Bien sûr, pas le clinquant. Voilà. Bon, dommage que ce ne soit pas là, mais en même temps, pour ceux qui veulent découvrir tout cela, c'est très simple, il faut aller directement au Bastion 23, au Palais des Raïs. Alors, du coup, jusqu'au 30 avril. Après, c'est le ramadan. C'est le ramadan. On a des projets pour l'été. On va faire aussi le salon de la mariée, dont nous n'avons pas encore de date fixe ni d'endroit. C'est cela. Mais vous espérez exposer pendant le ramadan? Non, pas pendant le salon de la mariée. Des exposantes aussi. Hein. Oui. Alors du coup, ça tombe bien parce que vous parlez de votre association. Vous êtes la vice-présidente de l'association Défi de femmes à domicile. Alors à ce moment-là, vous mettez en avant la femme artisane, la femme au foyer. La femme, surtout et vous dites que la femme au foyer n'est pas n'est ni plus ni moins qu'une femme très importante dans la société dans laquelle on vit. Elle est très importante. C'est un équilibre pour la société dans laquelle on vit. On découvre des artisanes, on découvre des femmes qui font des merveilles, qui ne sont pas, surtout qu'elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. C'est cela. Elles font de belles choses, mais elles ne savent pas qu'elles... Elles ne savent pas. Oui. J'ai retrouvé une dame qui fait shbika alors qu'elle commence à disparaître. Quand j'ai vu son travail dans une exposition, j'étais vraiment étonnée. Oui. Et elle faisait ça depuis des années, mais elle n'avait pas d'endroit où exposer. Elle nous a contactés, elle a assisté à une exposition. Seulement, elle habite un peu loin, elle est un peu hors Alger. Oui. Donc, il faudrait qu'on essaye de... Quand elle vient, c'est un peu difficile. Oui, c'est-à-dire qu'il faut l'aider, voilà. Il faut l'aider. Elle a un grand appartement. Oui, je peux héberger tout le monde, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Vous le faites d'ailleurs. Merci. Vous le faites. Elle accueille des gens pour prendre le café, pour se désaltérer, pour se rafraîchir et hop, tu ressors. C'est le rallye. C'est le rallye chez Mayaman. Alors du coup, vous avez recensé combien d'artisanes jusqu'à présent dans votre association? Notre association, on est un peu plus de 150 artisanes. Nous avons 100 artisanes qui sont très actives. Elles font des expos, elles sont là. Nous avons une page Facebook, un groupe Facebook, toujours Défi de femmes. Défi de femmes. Nous avons environ 4000 abonnés. Oui. Et c'est-à-dire de semaine en semaine, on a toujours des contacts, de nouveaux contacts. Nous avons quand même des dames qui ont fait des études supérieures. Nous avons par exemple un ingénieur en chimie qui fait du savon bio. Ah, c'est bien. Nous avons, elle fait des ateliers au centre culturel Azdine Medjoubi. Nous avons une jeune femme aussi qui donne des cours de peinture sur verre. Nous avons des dames qui donnent des cours de gâteaux secs et gâteaux de fête orientaux. Nous avons récemment des cours de crochet qui revient c'est très bien. en tendance. Elles vont commencer. Des cours de macramé aussi. Le macramé, oui, il y a aussi une dame, elle fait des merveilles. Elle est arrivée même à faire des lampes de chevet. D'ailleurs, elle est au Bastion 23. Elle va donner aussi des cours. Oui. Donc, on essaye de récupérer les anciennes broderies, les anciennes, tout ce qui est ancien. Oui. Dès qu'on a un contact, on voit que c'est ancien, on essaye toujours de l'avoir dans notre association. En tout cas, ça continue jusqu'au 30 avril. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est au Palais des Raïs. C'est un superbe lieu, un bel espace et puis un lieu d'histoire, ça vaudrait le dire aussi. Et c'est important. Et demain, nous avons un concours culinaire. Ah, c'est bien ça.
Sous le thème toujours de Riht Ramadan, c'est la journée. C'est toute la journée. C'est Maïdet Ramadan. On va cuisiner sur place ou on va exposer? Non, ils vont exposer. C'est le dressage et tous les plats Maïdet Ramadan. Vous êtes au niveau de quelle cour? La cour qui fait face à la mer? Nous, on est au Bastion 23. Ah, vous êtes au Bastion, carrément. Nous, on est au Bastion 23, pas les 23. Pas les 23. Et le concours, tout va dépendre du climat. S'il pleut pas, ça va être à la terrasse qui fait face à la mer. À la mer. Oui, c'est beau. Oui. Et c'est la première fois que vous mettez? Comment? C'est la matinée. C'est la matinée. Et les résultats du concours, je crois qu'ils vont être donnés début d'après-midi. Qui est le jury? Je crois que c'est madame... non, du tout. C'est moi, je goûte, j'organise, je fais tout. Alors, nous avons, je crois, le chef Nedjib et madame... Fassir, c'est pas madame Respect, d'accord, oui. C'est la première fois que vous exposez au Palais des Raïs? Oui. Ah, ça doit être une belle expérience, non? Sûrement, oui. Ouais. J'aime bien parce que j'ai toujours aimé ces endroits-là, les douiras anciennes et tout ça. Ça, c'est un palais, c'est pas une douira, mais c'est agréable. Et j'imagine les gens, les Canouaïchines avant, comment c'était. Avec aussi des trucs, on a fait des qada. Chaque jour, on a un thème. Chaque jour, le thème, chaque jour, on présente, le premier jour, on a présenté une qada algéroise avec Tbak Henna, Khtana, on a eu un styliste qui a présenté, avec un modéliste qui a porté Karako. Le lendemain, c'était une qada berbère avec tous les articles en poterie. On a reflété aussi qada soirée, thé, café. Chaque jour, on a quelque chose. Eh ben, c'est à suivre et à découvrir. Ça se passe au Palais des Raïs. Votre page Facebook, c'est Défi de femmes à domicile. Vous avez une page artistique? Ibda Yarkout. Ibda Yarkout. Vous avez une page pour vos créations? C'est Ayanes Couture. Voilà, Ayanes Couture. Vous avez une page Facebook? Oui. Tout court. Voilà, merci à vous tous. C'était un plaisir de vous servir. On se retrouve dès demain matin. D'ici là, ciao camarades.